Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format voyage au Japon. C'est notre second épisode sur ce sujet et aujourd'hui je suis avec Marjorie, rédactrice chez Kampai. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Après notre émission dans laquelle nous avons répondu aux questions des personnes qui nous suivent sur Kampai et sur les réseaux, aujourd'hui on va enfin aborder un sujet plus en profondeur et je crois qu'on ne pouvait pas entamer par autre chose que la saisonnalité au Japon. C'est en effet une composante majeure à prendre en compte pour préparer au mieux son voyage, tant par le fait que l'archipel s'étire du nord au sud et par conséquent va nous offrir des météos diverses, même si on se trouve à une saison en particulier. En fait, la latitude fait que les régions visitées vont vraiment être différentes à expérimenter. Et aussi différentes du fait que le Japon, comme tu nous avais déjà dit dans le podcast précédent, va peut-être plus que les autres pays intégrer dans son quotidien, dans la culture, dans la nourriture, etc., cette différence de météo et de climat. Et tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui sur la thématique de la saisonnalité, on a déjà quelques infos sur Kampai. Je te laisse nous présenter peut-être les articles auxquels tu as participé. Oui, en fait, la saisonnalité va beaucoup influer sur quand partir au Japon, c'est-à-dire savoir quelle période est la meilleure pour partir au Japon. Et on a déjà des articles sur Kampai qui parlent de ça. Donc, on avait l'article « Partir au Japon, le grand guide pour tout savoir » où on parle de la saisonnalité en début d'article. On a aussi un autre article sur la meilleure saison pour partir, donc là où on détaille un peu plus chaque avantage et désavantage de saison tout au long de l'année. Et puis, on avait fait aussi un article, c'était sur les pires périodes pour voyager au Japon. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des périodes où c'est vraiment trop compliqué au niveau du climat ou bien au niveau de la fréquentation touristique. Et c'est ça qu'on va aussi aborder aujourd'hui dans le podcast. Ça, c'est bien de le noter, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une belle saison, au final, si on est entouré d'autres personnes en tant que touriste, c'est vrai que ce n'est pas forcément les périodes les plus agréables selon les lieux qu'on va visiter. Oui, ça dépend des gens. Ça dépend si les gens aiment bien la foule ou préfèrent être tranquilles. Ça joue aussi. Donc, je te propose de commencer par une sorte d'état de l'art, quelque chose d'assez général sur une description des saisons. Eh bien, c'est parti. Donc, on va commencer par le début de l'année et donc donc le Japon a 4 grosses saisons très marquées comme nous, c'est-à-dire l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et on les découpe de la même façon que nous, c'est-à-dire 3 mois pour chaque saison. Donc là, si on débute l'année, on est en hiver. Donc l'hiver, en général, au Japon, il vient de décembre à janvier et à février. En général, les hivers sont plutôt froids et secs, neigeux en abondance dans les régions montagneuses, puisqu'on a des hautes montagnes au Japon, donc dans le nord à Hokkaido, et puis dans tout ce qu'on appelle les Alpes japonaises, donc c'est sur l'île Honshu. Donc il y a beaucoup de stations de ski, les Japonais font du ski, et c'est une activité hivernale qui fonctionne bien. Dans les villes en général très touristiques comme les capitales Tokyo et Kyoto, on est donc plutôt sur un climat qui est froid et ensoleillé. Donc ça, c'est le point positif, c'est qu'il y a une belle lumière, l'horizon est en général dégagé et le ciel est bleu. Donc si on supporte bien les températures basses et qu'on s'équipe bien comme il faut, on peut marcher et faire des balades en extérieur dans les grandes villes, ça reste agréable. C'est aussi donc une saison touristique qui est basse, donc il y a peu de touristes au Japon en hiver, ce qui permet en fait d'avoir des prix assez attractifs sur tout ce qui est hébergement, et puis les vols pour aller au Japon en hiver sont moins chers. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et même en période autour de Nouvel An, Noël, etc., c'est des choses qui restent abordables? Ça reste abordable quand on va au Japon. En fait, à cette période-là, c'est plutôt les Japonais et les résidents étrangers qui vont aller dans d'autres destinations. D'accord. Et eux, ils auront en fait des vols un peu plus chers pour sortir du Japon. Par contre, pour aller au Japon, ça reste attractif. Après la période du Nouvel An, c'est une période de fermeture pour les magasins et les temples en général. Donc ça, et les musées aussi. Donc il faut prendre en compte cet aspect-là où il y a quelques jours où c'est fermé. Souvent, c'est entre le 31 et le 2 janvier où il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Après, ça peut s'étendre, la période peut s'étendre de quelques jours, ça dépend chaque établissement, comment il se gère. Mais c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Mais ça peut être aussi une façon de se reposer, de prendre son temps et de se balader tranquillement. Donc oui, donc c'est une saison qui est agréable au niveau de la fréquentation touristique parce qu'elle est très faible. Le point un peu plus négatif, c'est que comme ça on est en hiver, la végétation, elle est en train de dormir, si je puis dire. Et donc les jardins japonais, ils sont
pas forcément à leur apogée à cette période-là, puisqu'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas, sur certains arbres, il n'y a pas de feuilles, et il va rester les pins en fait qui gardent leurs aiguilles, mais le reste du paysage, c'est vrai, peut être un peu morose. Le point positif, c'est que des fois en hiver, il neige, même dans les grandes villes comme Tokyo ou Osaka ou Kyoto. Et les jardins japonais sous la neige, alors là, c'est très joli du coup. Ouais, c'est un peu l'image d'Épinal qu'on voit voilà. sur les photos ou dans les romans, etc. C'est ça. Alors, il neige pas forcément tous les ans dans les grandes villes. Ça peut arriver. Quand ça arrive, en général, c'est en janvier. Là, qui est le mois un peu le plus froid, et dans ces cas-là, quand ça arrive, il faut sortir et aller visiter dehors. C'est magnifique parce que ça apporte de la zénitude finalement au paysage. Et c'est très joli. Et puis sinon, en hiver, ce qui peut être très intéressant, c'est d'aller dans les montagnes, du coup là où il y a vraiment de la neige, et puis d'aller faire soit du ski pour les amateurs, ou alors d'aller faire des choses qui sont typiquement japonais, c'est les festivals de la neige. Et du coup, ça consiste en quoi, ce type d'activité ? Eh bien, il y a 2 grands types de festivals, si on peut résumer un peu les choses. Il y a le festival de la neige, le premier qu'on connaît, donc c'est celui qui est à Sapporo, qui est dans le nord de Hokkaido, qui a lieu en début février en général. Et en fait, c'est des expositions de sculptures assez monumentales de neige et de glace. Donc en fait, il y a des professionnels et des amateurs qui se rejoignent sur place et qui montrent en fait leur talent artistique. Donc c'est assez joli. Et comme il fait très froid, les sculptures, elles tiennent bien les quelques jours du festival. Et sinon, ce qu'on peut aussi faire comme festival de la neige, qui sont un peu plus, on va dire, intimistes, mais tout aussi intéressants, c'est les festivals qu'on appelle kamakura, où en fait, ce sont des petites huttes de neige qui sont en fait formées. Et alors il y en a qui sont de tailles diverses, il y en a qui sont très grandes et on peut rentrer dedans. Et il y en a d'autres, en fait, elles sont toutes petites et on les illumine le soir à la nuit tombée. Et on marche comme ça à travers des allées où, en fait, on a un tapis de petites lumières qui sont dans des petites huttes qu'on appelle kamakura. C'est assez joli. Et en général, ça a lieu pas loin des stations thermales, donc les fameux onsen. Et du coup, l'hiver est aussi la meilleure saison pour profiter des onsen, les fameux bains chauds. Et oui, on se réchauffe dans l'eau et on profite du paysage neigeux, enneigé et froid. Et on se délasse de cette façon-là. Et pour les kamakura, c'est un peu partout au Japon, ou ça reste aussi quand même au nord où il fera peut-être le plus froid, en tout cas les régions montagneuses que tu parlais des onsen? Ça va rester dans les régions montagneuses, donc plutôt dans les Alpes, ou alors par exemple autour de Nikko. Nikko, donc il y a la ville, et puis vers le nord, il y a plusieurs stations thermales dans les montagnes. Donc faut aller dans les montagnes pour trouver ça, parce que c'est dans les régions où il y a de la neige qui tient en fait plusieurs semaines. D'accord. Tu me le disais avant l'émission, mais l'hiver, c'est peut-être la seule saison que tu n'as pas pratiquée au Japon. Non. Et s'il y avait quelque chose que tu aurais voulu voir de tes propres yeux, soit une anecdote, soit quelque chose qui se passe plutôt en hiver, une image hivernale japonaise, pour toi, ce serait quoi ? Alors, dans les paysages, c'est sûr que voir un jardin japonais enneigé de ses propres yeux, ça doit être assez agréable et sympa. Ça, j'aurais bien aimé le faire. Et aussi, aller tout simplement avec les autres Japonais faire la première visite au temple pour le premier jour de l'année, la première visite au sanctuaire, où là, il y a vraiment un rassemblement et on est tous ensemble en train de souhaiter... Une effervescence. Voilà, se souhaiter la bonne année et se la souhaiter aux autres et se la souhaiter à soi-même. Et ça, je pense que ça doit être assez chaleureux à vivre. On peut profiter d'être là-bas, en fait, pour le faire, entouré de tous les Japonais. Donc après l'hiver vient le printemps avec mars, avril et mai. Exactement, on va l'étendre sur ces 3 mois-là. Donc le printemps, en général, c'est la saison que tout le monde connaît du Japon, puisque c'est la première saison qui est mise en avant dans les destinations touristiques. C'est celle des floraisons. Et donc on a en général forcément un climat qui est plus doux à mesure qu'on s'approche de l'été, mais qui reste quand même assez pluvieux. On a donc souvent le ciel est bouché, on va dire un peu blanc avec plein de nuages, et il peut y avoir des jours de pluie, ce qui peut aussi du coup influer la saison la période de floraison, enfin la raccourcir. S'il y a trop de pluie, ça peut faire tomber les fleurs sur les arbres. Et du coup, c'est une saison qui va, plus on s'approche de l'été, qui va être de plus en plus agréable au niveau du climat. Donc plus de soleil et plus de température.
Donc on connaît du printemps surtout donc le début, c'est-à-dire la floraison des cerisiers, alors, qui va en général de fin mars à début avril pour les cerisiers les plus connus au Japon, donc qui sont les Somei Yoshino. Ce sont les cerisiers blancs ou roses très pâles que l'on voit en photo le plus souvent. C'est ceux qui sont les plus nombreux. Parce qu'il y a différents types de cerisiers, et il y en a qui sont à floraison précoce, d'autres à floraison tardive, et ceux dont on fait référence en général, c'est ceux-là. Et donc ceux-là, c'est ceux que les gens viennent voir, en fait, cette magnifique floraison. Et donc c'est dans les grandes villes du Japon, on la situe dans les grandes villes du Japon sur l'île principale Honshu. On va toujours rester, voilà, toujours. C'est long. C'est ça, toujours rester dans ce périmètre géographique que cette floraison va donc, on va dire, de fin mars à début avril. C'est là où du coup, il y aura la plus forte attente touristique, aussi bien du côté des Japonais, puisque pour eux, c'est la fin de l'année scolaire qui va recommencer au 1er avril. Donc, ils ont quelques jours de vacances, en fait, à ce moment-là, entre la fin de l'année, la remise des diplômes, et puis la nouvelle année scolaire qui va commencer. C'est ça qu'on appelle la Golden Week? Alors, ce sera après la Golden Week, ce sera plutôt début mai. Ça, c'est une suite de jours fériés qui constitue, en fait, une belle semaine de vacances. Mais ils ont 15 jours de vacances en général en mars, les étudiants et les écoliers, pour en fait faire une pause entre la fin de leur année scolaire et le début de la prochaine. Donc, il y a beaucoup de monde à ce moment-là, il y a beaucoup de touristes de tout pays qui viennent admirer les cerisiers en fleurs, parce que c'est vrai que c'est très joli. Et comme il y en a beaucoup, on a une abondance de floraison qu'on trouve peu dans d'autres pays. Et ici, elle est célébrée à tout point de vue, au niveau du paysage, au niveau de la gastronomie, au niveau de la décoration, enfin tout le pays se met au diapason et c'est assez joli. Avant les cerisiers, on a les pruniers. Donc alors ce sont des fleurs qui sont un peu plus petites et les arbres sont un peu plus aussi délicats et petits. Donc elle est moins abondante cette floraison et donc c'est vrai qu'elle est moins populaire, mais elle est pourtant tout aussi jolie mais plus délicate, on va dire. C'est plus subtil. C'était une floraison que les Japonais de l'époque de l'Antiquité appréciaient davantage que celle des cerisiers. D'accord. Ouais, c'est la première floraison qu'ils ont admirée. Et puis après les cerisiers, on aura d'autres floraisons, c'est pour ça que ça ne s'arrête pas. Et du coup, quand on continue en avril, on a d'autres floraisons qui suivent. On a donc les glycines, les roses aussi, on a les tulipes, les azalées. C'est aussi magnifique, il y a beaucoup de jardins, de temples qui ont des bosquets avec plein d'azalées, de rhododendrons qui fleurissent et c'est assez joli. Et ça va aller jusqu'à, on va dire, début juin et tout le début de l'été où on a des floraisons d'hortensia, où la saison humide arrive. Donc voilà, c'est une saison qui est, c'est vrai, au niveau du paysage assez jolie. On a aussi les érables qui font des nouvelles feuilles, donc on a les jeunes feuilles d'érable vertes que l'on peut regarder, contempler, qui sont assez belles aussi. Et quand il fait beau, on peut pique-niquer le midi dessous les cerisiers, donc faire ce qu'on appelle hanami, donc célébrer la floraison des cerisiers et les contempler. Et après, le soir, il fait encore assez frais, donc c'est vrai que le soir, on a plus tendance à manger en intérieur et à moins se balader dehors. Là, c'est étonnant quand même du fait que cet attrait-là, il vient de... Enfin, la météo fait que on va aller voir le Japon pour ses floraisons, ce qui est assez rare dans d'autres pays. Enfin, je vois là comme ça pas trop d'engouement aussi fort pour cette image vraiment presque caricaturale du Japon. Et là, on le voit bien après 3 printemps de fermeture, avec la période de Covid. Le nombre de touristes qui veulent absolument assister à ça, c'est assez incroyable. Oui, ça fait partie des premiers voyages qu'on fait quand on va au Japon. Et c'est une image d'Épinal qui existait effectivement dans la réalité. Après, elle a ses côtés... l'envers de la médaille, c'est qu'on n'est pas les seuls à contempler ces cerisiers. C'est assez nombreux. Et les endroits les plus touristiques, les plus populaires sont très, très vite bondés. Et donc, ça peut être aussi désagréable à vivre parfois parce qu'il y a beaucoup de monde, il faut faire la queue
pour Là, on le voit faire une photo. sur les photos qu'on peut glaner à droite à gauche des guides, c'est vrai que là, en termes de file d'attente, en termes de rues bondées, même tout ce qui va être lié à l'architecture traditionnelle, etc. Là, Oui, il faut être patient. Faut pas oublier les bonnes manières parce que du coup, des fois, on est tellement captivé par ce qu'on voit et on oublie de faire attention où on marche, où on grimpe un peu partout pour prendre la meilleure pose. Et c'est vrai que des fois, faut faire attention aussi. C'est pour ceux qui recherchent un petit peu plus de calme, dans ces cas-là, ils peuvent se lever assez tôt parce que le soleil, il est déjà de toute façon levé au Japon. Et donc, vers 6 heures du matin, on peut très bien aller faire un tour dans les endroits que l'on souhaite voir pour espérer avoir un peu moins de monde et plus de tranquillité. Et c'est vrai que ça suppose de se lever assez tôt, en vacances. Et comme je t'ai demandé tout à l'heure pour l'hiver, est-ce que toi, peut-être ce sera les cerisiers, peut-être ce sera autre chose, l'image que tu as du printemps japonais, elle ressemblerait à quoi ? Elle ressemble à ce qu'on peut, à ce qu'on s'imagine, c'est-à-dire que c'est vraiment l'éveil de la nature et les floraisons un peu partout. Moi, j'apprécie davantage personnellement la saison qui vient juste après de floraison, donc plutôt à partir de la mi-mai. Déjà, il y a beaucoup moins de monde dans les rues, il n'y a plus de vacances, mais il y a plein de floraisons. Elles sont certes moins grandioses, on va dire, dans leur approche, mais tout aussi intéressantes. Et c'est vrai que moi, j'aime bien randonner et marcher, et on a des montagnes qui sont fleuries à leur sommet. Et c'est assez intéressant de faire de la randonnée et de terminer sur un paysage de jardin japonais, mais en plein cœur de la montagne. Là, désormais, on va enchaîner avec la saison d'été et tu vas bien nous montrer que c'est pas notre été de chez nous en France. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est peut-être... ça reste une belle période, mais c'est peut-être... elle réserve quelques surprises, disons. Oui. Alors, l'été au Japon, il fait chaud. Ça, il faut le savoir. Il fait assez chaud. Donc, on est dans les villes, tout le long de la côte du Pacifique. On est autour des 30-35 degrés en moyenne et sur plusieurs jours. Et il fait aussi très humide, puisque on a différentes saisons reliées avec où il pleut. Donc déjà, on va avoir Tsuyu, donc la saison des pluies, qui commence en général autour de la mi-juin pour aller jusqu'à fin juillet, si je peux donner un créneau, une période comme ça assez grande. Donc Tsuyu, c'est un peu comme la mousson, mais c'est pas aussi intense, mais il pleut quand même pas mal, c'est assez humide et il faut supporter en fait cette humidité-là. C'est surtout ce côté-là qui est pour nous en France et en Europe plus difficile à supporter parce qu'on est moins habitué. Donc en France et en Europe, on a tendance à avoir une chaleur assez sèche et au Japon, c'est une chaleur humide. Donc il faut supporter cette humidité-là. C'est vrai que tant qu'on l'a pas vécu dans un pays tant qu'on l'a pas vécu, la chaleur très humide, c'est vrai que c'est quelque chose. Oui. Alors on s'y fait quand même, mais c'est vrai qu'il faut un peu d'acclimatation. Il faut un peu d'acclimatation, on est d'accord. Il y a des partir en se disant il fait chaud, si c'est bon, ça va le faire. Non, c'est chaud et humide. C'est chaud et humide. Et donc, après la saison des pluies, donc Tsuyu, on va arriver dans la saison des typhons, donc, qui a lieu en général d'août à septembre. Alors, il n'y a pas des typhons tous les jours qui passent au-dessus du Japon, mais c'est vrai que le Japon, étant un archipel dans le Pacifique, il est soumis aux typhons, donc les fameuses tempêtes cyclones de l'autre côté de l'hémisphère, de la planète, on appelle ça, mais c'est la même chose. Ils arrivent en général des Philippines et ils remontent l'archipel japonais du sud jusqu'au nord, donc des îles Okinawa qui sont à l'extrémité sud-ouest du Japon, jusqu'en fait sur le long de la côte pacifique. Donc ils vont remonter à Kyushu, dans le Chugoku, donc Hiroshima, et ils vont arriver jusque dans le Kansai, donc la baie d'Osaka, et ils peuvent remonter jusqu'à Tokyo, et des fois un peu plus au nord. Et là, après, ils repartent dans le Pacifique, et donc on les a un peu moins. Mais donc du coup, les grandes villes touristiques, elles peuvent être impactées par les typhons quand il y en a. Il n'y en a pas, donc ça reste quelque chose d'aléatoire. Donc on a eu des étés où il y en a eu qui ont été assez forts, et puis après on a des étés où il n'y en a pas du tout ou très peu, ou alors c'est juste une grosse pluie et ça ne nous empêche pas de sortir. En revanche, voilà, quand il y a un typhon assez important qui est attendu, il faut bien écouter les recommandations à la télé ou à la radio ou les affiches, et puis rester dans son hôtel le jour où le typhon passe,
pour éviter voilà, de se blesser ou de sortir et de se prendre beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Donc en général, on reste à l'hôtel, on attend que ça se passe. L'avantage, c'est qu'après un typhon, on a un très très beau soleil et une très très belle météo les 2-3 jours qui suivent parce que du coup, il a nettoyé un peu tout sur son passage. Après, les typhons n'enlèvent pas la chaleur, ils continuent de toute façon de faire chaud au Japon. Et cette chaleur, les Japonais, en fait, la gèrent déjà avec une gastronomie particulière. Donc, il y a beaucoup de choses à base d'eau ou à base de glace. On mange les nouilles froides pour, en fait, se rafraîchir. Donc ça, c'est aussi intéressant à tester. Et puis, ça reste en fait quand même une période estivale, chaleureuse et conviviale. On est en été, donc il y a beaucoup de festivals à ce moment-là. Et les festivals tels qu'on les connaît dans les magazines et en vidéo ou dans les photos sur les réseaux sociaux, c'est les fameux Matsuri, où les gens chantent, dansent. Un festival de rue, du coup, là, avec beaucoup de défilés. Voilà, il y a beaucoup de convivialité, c'est chaleureux, il y a les stands de nourriture pour manger de la bonne fast-food japonaise, il y a de la tradition et il y a de la fête. Et ça il y en a beaucoup tout l'été, dans toutes les villes, que ce soit les grandes ou les petites, à la ville ou à la campagne. On a ces matsuri qui se déroulent de façon annuelle, c'est toujours à peu près à la même date, et on profite pour en fait vivre un peu plus la nuit, quand c'est plus supportable, et profiter pour boire un verre avec la population qui, elle aussi, profite de la fraîcheur de la nuit. Donc l'été est une bonne saison pour ceux qui recherchent un peu le caractère festif et qui aiment bien vivre la nuit. C'est une bonne saison l'été au Japon. Et là, pour cette saison-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te marquerait, toi, en particulier ? Eh bien, c'est une saison... du coup, c'est vrai que comme il fait chaud et humide, c'est une saison où il y a beaucoup de moustiques. Ah, voilà. Voilà. Et moi, ce qui m'avait marqué les premières fois, c'est que dans les hébergements au Japon, et notamment dans les maisons, ils ont leurs vitres et ils ont aussi des parois, en fait, des moustiquaires qui sont déjà installés. Et donc, en fait, on peut quand même ouvrir et laisser la moustiquaire qui est déjà installée dans le cadran de la fenêtre et profiter de l'air frais sans les moustiques. Donc ça, c'est très bien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et puis, ce qui est très bien aussi en été, c'est qu'on peut gravir le mont Fuji, puisque c'est la saison d'ouverture de tous les sentiers de randonnée. Donc là, c'est ouvert pour tous les types de randonneurs non professionnels. Et ça reste une expérience vraiment intéressante, un peu magique, où on est sur le toit du Japon et on profite de la vue qu'on a. Donc nous, on l'avait fait pour... être au sommet pour le lever du soleil, et c'est vrai que c'était vraiment intéressant. Donc on avait fait l'ascension de nuit. Voilà. D'accord, entendu. Oui, l'ascension se fait de nuit pour le lever. Pour le lever du soleil. C'est quelque chose que l'on peut faire qu'en été, du coup. En tout cas, à partir de l'été. Voilà, c'est là où tous les sentiers sont ouverts, où toutes les installations, comme les relais et les auberges pour dormir, elles sont ouvertes. Et c'est fait pour que n'importe quel randonneur puisse y aller. Les autres périodes de l'année, ça reste... plutôt pour des randonneurs professionnels mais en tout cas, c'est pas du tout conseillé pour les touristes. Et voilà, de ce que je retiens. Il y a aussi des grands feux d'artifice, ça j'avais oublié de le dire. L'été, avec les matsuri, on fête aussi souvent les choses avec des grands feux d'artifice qui sont donnés au bord des rivières. C'est assez joli. Comme en France, un peu chez nous. Festif du coup l'été, comme un peu partout, mais en tout cas à la manière, à la japonaise, quoi. Voilà, c'est beaucoup plus festif l'été au Japon. Et enfin, on va pouvoir terminer sur ce descriptif en parlant de l'automne, donc de septembre, octobre et novembre. Voilà, la fin de l'année, en fait, signe le retour à une saison de transition. Comme le printemps en début d'année, on a l'automne qui arrive après l'été. Donc comme chez nous, c'est plutôt les températures sont plutôt douces. Alors au début de l'automne, en septembre, on est encore sur un climat assez humide puisqu'il peut encore y avoir des typhons à cette période-là. Et puis plus on va vers le mois d'octobre et de novembre, plus on va être sur un climat qui est plutôt sec, donc avec moins de pluie, donc un ciel plus dégagé et donc un climat meilleur pour faire des visites en extérieur. Il ne fait pas encore trop froid, notamment en octobre, et on peut faire de belles balades en extérieur. On peut encore aller en forêt, aller un peu plus en altitude, etc. On a encore la possibilité de faire tout ça. Le mois de septembre, c'est un mois où, du coup, il
Il y a beaucoup de fêtes au Japon et de jours fériés. On trouve aussi beaucoup de fêtes sportives dans les écoles, vu que l'été est passé et maintenant on peut refaire du sport en extérieur. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent encore dans les parcs publics, des matchs en extérieur, des célébrations, etc. Ça reste festif, mais pas autant que l'été. Et puis, on a ce qu'on appelle la deuxième saison très touristique au Japon, c'est-à-dire le changement de couleur des feuilles des érables, donc là, les fameux koyo. Alors, le feuillage d'automne, il rougit, des montagnes jusque sur les régions les plus chaudes, donc on part du plus froid au plus chaud. Et ça commence dès la fin septembre pour Hokkaido, donc l'île qui est tout au nord, où on va avoir les premiers changements de couleurs d'automne dans les montagnes et dans les parcs nationaux dès la fin septembre. Et puis ça descend progressivement dans les Alpes japonaises en octobre. On peut avoir un feuillage alpin en fait qui va rougir. Et puis après, les érables japonais tels qu'on les conçoit, donc les grands arbres qui sont tout rouges, etc., eux, ils arrivent plutôt au mois de novembre dans les grandes villes. Donc c'est pour nous, en tant qu'Européens, on est déjà plutôt dans le début de l'hiver. Oui. Et au Japon, on est encore dans la fin de l'automne. Il faut vraiment attendre que les températures refroidissent pas mal pour qu'on ait pour que les feuilles en fait changent de couleur. Donc si vous partez au Japon en octobre pendant les vacances d'automne, vous n'aurez pas... C'est pas sûr de tomber sur cette fameuse couleur. Vous n'aurez pas en tout cas tous les arbres qui seront avec des feuilles rouges. Si vous allez en altitude, vous aurez la végétation alpine qui changera de couleur. Après, la végétation alpine, c'est une végétation qui est basse. Il n'y a pas d'érable, c'est une végétation typique des montagnes. Et si vous voulez vraiment voir les koyo et faire votre pèlerinage sous les couleurs orange et rouge, vermillon, c'est plutôt à partir de la deuxième quinzaine de novembre. Donc là où il n'y a pas de vacances scolaires. Là où il n'y a pas de vacances scolaires. Et après, du coup, c'est une saison qui, en termes touristiques, elle est encore peu exploitée. Parce que, c'est pas une saison où les gens prennent des vacances en général. Et comme c'est un peu avant les vacances de Noël, etc., ou de fin d'année, en général, on a tendance à travailler à ce moment-là, c'est vrai. Il n'y a pas de vacances scolaires. Mais c'est une très bonne saison pour aller au Japon. Parce qu'on a un paysage qui change de couleur avant l'hiver et qui est magnifique. Donc on en sait désormais davantage sur la saisonnalité japonaise. Et c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire, en fait ça ressemble, c'est un peu comme les saisons chez nous, mais pas vraiment. On l'a vu notamment pour l'été où il y a quand même de grosses différences. Et ça on y reviendra peut-être, mais il faut prendre en compte à la fois la fréquentation touristique et aussi la géographie, ou en tout cas la typographie de terrain, puisque si on est en montagne, si on est en bord de mer, etc., l'hiver ne va pas être le même, ou le printemps ne va pas être le même, notamment l'emplacement des cerisiers ou de certains arbres qui connaissent de belles floraisons, justement. Donc il faut quand même se renseigner un peu sur ce que l'on veut voir avant d'y aller, quoi. Oui, en fait, toutes les saisons se valent. Après, il y a des différences, et il faut savoir ce qu'on aime bien, la chaleur, ou si on est capable de supporter l'humidité, si on veut un peu plus d'animation dans les rues, ou si on recherche plutôt le calme. Si on veut vivre son premier typhon, par exemple. Voilà, si on veut faire des randonnées en montagne. Alors l'hiver, les montagnes, en général, les randonnées sont fermées puisqu'il y a de la neige. Et si on veut randonner dans les montagnes, ça sera plus du printemps, de la fin du printemps jusqu'au début de l'automne. Ouais. Et donc, pour la seconde partie, on pourrait enchaîner avec des top 3 des meilleures et des pires saisons. Oui, pour partir au Japon. Oui, alors on a essayé un peu de synthétiser les choses pour donner quelques conseils à ceux qui écoutent ce podcast. Donc, dans les meilleures saisons, si on peut faire un top 3, on dirait d'abord de février jusqu'à mi-mars. Et mi-mars, même un peu avant, en fait, de février jusqu'à début mars, où là, on est sur... donc, on ne sera pas totalement sur la floraison des cerisiers parce qu'ils arriveront un peu après, mais on sera sur déjà les premières floraisons, donc comme j'ai dit tout à l'heure, celle des pruniers, donc qui commence à partir de février, et puis celle des cerisiers précoces. Donc, une espèce que l'on connaît assez qui s'appelle les kawazu. Donc, ce sont des fleurs de cerisier. Et alors, c'est juste qu'il y en a un peu moins dans les paysages et que c'est moins abondant, mais c'est tout aussi joli. Et il y a
pas mal de lieux au Japon maintenant qui sont faits pour voir ces floraisons-là, donc notamment dans la péninsule d'Izu où sont originaires les kawazu, les cerisiers kawazu. Donc c'est une bonne période, il y a encore pas trop de monde. On est un peu sorti de l'hiver très froid, c'est-à-dire qu'il y aura moins de neige dans les villes, etc. Bon, il y en a toujours dans les montagnes, mais moins dans les villes. Et on a les premières floraisons de pruniers et de cerisiers. Et on a une grande fête populaire qui s'appelle Setsubun, donc qui a lieu le 3 février. Et puis on a aussi une fête c'est la fête des poupées, début mars, pour Inamatsuri. Donc on a quand même quelques fêtes populaires qui sont agréables à vivre et à regarder, où les temples se décorent, où il y a des cérémonies, etc. Donc c'est vivant. On est un peu sorti de l'hibernation à ce moment-là. Et c'est avant le pic touristique. Ça, il faut penser. Voilà, donc du coup, les prix sont plus abordables au niveau des vols, au niveau des hébergements. C'est plus facile de prendre les transports en commun, etc. Ensuite, la deuxième période, pour à peu près les mêmes raisons, ça va être donc celle après le gros pic touristique, donc celle de mi-mai à mi-juin, où là, en fait, on bénéficie en plus d'un climat un peu plus chaud. Donc, on peut vraiment pique-niquer dehors, se balader pendant toute la journée et profiter donc des autres floraisons qui suivent les sakuras. Il y a beaucoup moins de touristes aussi à cette période-là, vu que tout le monde a repris le travail en général. Et du coup, on peut profiter du Japon avant qu'il fasse trop chaud, avant que l'été n'arrive. Et c'est vraiment une période qui est assez agréable. Et la dernière période que l'on conseillerait aussi, donc c'est pour profiter donc des momiji et des koyo, donc c'est-à-dire de la fin novembre à début décembre, où c'est pareil, on a une affluence touristique qui reste basse, mais on a une nature qui est encore bien vivante, qui est magnifique. Et puis, comme il commence à faire frais, les soirs, on peut penser aussi à aller faire des bains chauds onsen à cette période. C'est très agréable et ça permet de bien terminer les journées. Et onsen, on va plutôt les retrouver dans des établissements spécialisés où il y a des choses un peu plus publiques ou... Il y a de tout. Alors, soit on va dans les stations thermales, donc c'est des petites villes à onsen, où on peut trouver les bains publics, donc qui sont ouverts à tout le monde et on a juste à se baigner, ou alors loger donc, dans une auberge traditionnelle, donc un ryokan, qui est équipé de onsen, soit de onsen commun, donc à partager avec hommes et femmes séparés, soit on peut, avec un tarif supplémentaire, louer des chambres avec des bains onsen privés, qui sont, alors les plus intéressants sont ceux qui sont placés sur les balcons, donc comme ça on est en extérieur, et donc on a vue sur la nature, et on est dans son bain chaud, tranquillement, et ça c'est vraiment très intéressant. Et l'automne, c'est vrai que c'est une belle période pour profiter des onsen, parce que on voit aussi le paysage changer de couleur en même temps que l'on se baigne. Donc c'est vraiment très agréable. Donc là, tu nous as parlé du top 3 des meilleures périodes. Est-ce que tu pourrais du coup nous parler des pires périodes, en tout cas celles auxquelles on pourrait faire un peu plus attention? Oui. Alors les pires périodes, elles vont en fait être relatives à la fréquentation touristique dans les endroits... Oui, donc là, c'est même pas forcément... Enfin, c'est la conséquence de la météo, mais c'est vrai que c'est pas une donnée météo climatique. Il y aura un peu de la météo et un peu aussi la congestion, on va dire, dans les lieux touristiques. Et du coup aussi le budget qui en découle, puisque plus il y a de monde, plus il y a de la demande, plus du coup l'offre est chère et rare. Ça va ensemble. Donc, au début, dans les pires périodes, j'avais marqué début avril et début mai. Mais ça pourrait être en fait une seule et même période qui va de la toute fin mars, donc quand les cerisiers vraiment commencent à être en fleurs et qu'on atteint le pic de floraison, jusqu'au tout début mai, quand les Japonais en fait sont en vacances nationales. Donc la fameuse Golden Week que tu me parlais tout à l'heure, Charlie, un peu plus tôt, c'est début mai. Donc ce gros mois d'avril, donc qui déborde sur fin mars et sur début mai, c'est une grosse période touristique pour les visiteurs qui viennent de l'étranger et également pour le tourisme domestique, donc pour les Japonais eux-mêmes. Les conséquences du coup de cette grande affluence touristique font que les prix en général sont assez chers pour
déjà aller au Japon, donc tout ce qui est vol vers le Japon, c'est plus cher. Ensuite, pour se loger, les hébergements pratiquent des prix en fait de basse et de haute saison. Et donc à ce moment-là, on est dans la haute saison. Donc c'est cher et on a moins le choix. Et il faut réserver très en avance son hébergement parce qu'il peut être complet. Et sur place, on a des fois des prix qui augmentent, notamment tout ce qui est pocket Wi-Fi, par exemple, ça augmente. Ou si on veut être accompagné d'un guide à la journée ou à la demi-journée, en général, les tarifs des guides accompagnateurs augmentent en haute saison, forcément. Et donc, au niveau du paysage, c'est joli, effectivement, c'est l'image d'Épinal du Japon. Mais dans la réalité, c'est pas une période qu'on recommanderait parce que les conditions pour voyager, elles sont plus difficiles. Voilà. Il ne faut pas oublier, comme tu nous l'as dit, que en fait, ça peut vite être saturé. Et donc, vraiment, que ce soit en termes de guide, d'hébergement, de ne pas avoir le choix, voire de ne pas du tout avoir de place. Oui, de passer à côté de certains lieux ou certaines activités même. Oui, on paye plus cher pour un service qui n'est pas forcément, des fois, optimal parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est saturé, c'est bondé, il y a beaucoup de monde. Donc, ce n'est pas une période qu'on conseille. Sachant qu'au Japon, en fait, toutes les saisons sont intéressantes et c'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser forcément sur une seule et un peu élargir son spectre. C'est pas grave si on ne voit pas exactement tous les cerisiers, il y a d'autres choses qui valent le coup et l'expérience, ça peut être meilleure. Et l'autre période qui est aussi un peu compliquée, dans les pires périodes, ça serait donc de mi-juillet à mi-août. Donc là, parce qu'on est sur l'été, donc il fait très chaud et très humide. Donc pour ceux qui n'aiment pas ce type de climat, c'est vraiment difficile à supporter. Et on a beaucoup de témoignages de résidents étrangers qui vivent au Japon depuis plusieurs années, qui ne supportent toujours pas l'été, même au bout de plusieurs années de vie au Japon. Et c'est quelque chose qu'ils attendent que ça se passe, parce que c'est assez difficile à supporter. Et donc pour finir donc, cette première pire période pour partir au Japon, on va dire qu'elle se solde par la Golden Week. Donc, ce sont les vacances nationales au Japon, donc ont lieu début mai. Donc, c'est 3 jours fériés qui vont être combinés ensemble pour former en fait une grosse semaine de vacances où tous les Japonais vont en général dans les campagnes ou dans les resorts au bord de la mer ou dans des complexes de loisirs pour prendre quelques jours de vacances tous ensemble. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, pour les touristes étrangers, il y a beaucoup de monde dans les transports en commun, dans les Shinkansen, tout est bondé. Et c'est une période qui est difficile pour voyager à l'intérieur du Japon. Donc elle se termine en général début mai. Par exemple, cette année, la Golden Week, donc en 2023, elle va du samedi 29 avril au dimanche 7 mai, ce qui fait donc 9 jours inclus. Ok. Donc voici pour cette très grosse période qui peut être à éviter si on recherche de la tranquillité. Une autre période qu'on estime plus difficile aussi et donc pas forcément intéressante, c'est l'été de mi-juillet à mi-août. Donc on reste avec des fortes chaleurs, une belle humidité, avec des risques de typhon, comme j'expliquais plus tout à l'heure. Et puis, c'est une période de vacances scolaires au Japon. Donc, c'est un peu leurs vacances d'été. Donc, ils ont eu une vacance scolaire, donc fin mars, pour la fin de l'année. Ouais. Ils ont une petite semaine début mai pour les vacances nationales. Et puis, les enfants sont en vacances, donc de mi-juillet à mi-août. Ils ont une période de vacances entre mi-juillet et mi-août pour fêter aussi Obon, donc la fête des morts, qui est en fait une fête nationale assez suivie au Japon. Alors, selon certaines régions, au nord, elle est plutôt célébrée autour du 14 juillet, et dans le sud, donc plutôt vers Kyoto et Osaka, elle est célébrée autour du 15 août. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on va mettre cette période-là entre mi-juillet et mi-août, qui va être un peu plus compliquée, parce que y aura plus de monde un peu partout. Les prix sont du coup plus élevés. Et on est sur une saison, au niveau du climat, plus difficile à supporter. Donc là, oui, c'est à la fois le climat plus compliqué peut-être, qui n'est pas du tout le même été que chez nous, et le contexte qui fait qu'au Japon, il y aura du monde, puisqu'il y a les vacances scolaires en plus de ça qui s'ajoutent à la fréquentation touristique. Voilà. Après, c'était une petite conclusion. Ouais, ça, c'était bien. J'avais bien aimé cette conclusion.
Après, soit je l'ai dit, soit tu l'as dit, comme tu veux. C'est que je crois que je comptais la reprendre, mais il vaut mieux qu'on la dise là de toute manière, mais parce que je trouve qu'elle résumait bien le Ouais. podcast. Oui, c'était Écoute, dans le sens là que j'avais dit. Mais tu peux la faire si tu veux. ouais, c'est qu'après je l'ai comprise, mais j'ai pas, tu vois, lu les petits points. Attends, parce que je suis à l'ami. Ou on la Ah fait non, à c'est- deux, comme tu le sens. Tu peux commencer Ouais, je peux et je peux l'entamer, ouais. rebondir. Donc, ce qu'on peut retenir de cette saisonnalité, et que ce soit dans les pires ou les meilleurs moments, c'est qu'en fait, au Japon, toutes les saisons sont bonnes à pratiquer. Il faut juste en savoir un peu plus déjà en amont avant d'y aller, puisqu'il va falloir s'adapter, que ce soit pour un été chaud, pour un hiver peut-être enneigé, ou si on veut voir du festival, des fêtes. Tu nous parlais de la nourriture aussi qui va évoluer. Donc, il y a plein de centres d'intérêt pour lequel il faut se renseigner un petit peu quand même avant d'y mettre les pieds. Parce Oui. que c'est très bien de le découvrir sur place, mais on peut avoir de mauvaises surprises si on va à la période qui est peut-être la plus jolie, mais en même temps la plus blindée, si je puis dire, et avec des prix vraiment pas attractifs, etc. quoi. Oui, voilà, les saisons sont marquées au Japon, c'est ça qu'il faut qu'on retienne, elles sont plus marquées que chez nous. Et donc, du coup, quand il fait chaud, il fait très chaud. Quand il y a de la neige, il y en a pas mal, notamment dans les montagnes. Et quand il y a des floraisons, elles sont assez abondantes, effectivement, dans le pays. Donc, le climat joue sur ce qu'on attend de nos vacances, d'avoir chaud, d'avoir froid, qu'il pleuve, etc. Donc, toutes les saisons sont bonnes au Japon, il faut juste savoir où on va et à quelle période, du coup, on aimerait avoir. Et le deuxième point aussi qu'on peut dire, c'est que toute saison est bonne en fonction du budget de chacun. Parce que les prix peuvent vraiment varier entre les saisons touristiques hautes, donc en avril, un peu l'été, et puis en octobre, si on peut les résumer comme ça, où les prix peuvent augmenter des fois de 50, voire 100, voire doubler carrément le prix, que ce soit pour des activités qu'on va réserver sur place et les hébergements, ou si on passe par une agence de voyage et qu'on choisit un séjour tout compris, les prix ne seront pas les mêmes si on part en basse saison et en haute saison, il y a une vraie différence. Donc en fonction de votre budget, il est important de calculer quelle période sera la mieux pour partir. Si vous avez un budget serré, il vaut mieux choisir les basses saisons. Vous aurez un climat qui restera quand même intéressant et plus de latitude pour faire des choses à des tarifs abordables. Et au niveau du budget, on peut aussi choisir des destinations qui sont un peu moins touristiques que d'autres. Par exemple, sortir des grandes villes et aller, par exemple, dans des préfectures ou des îles un peu moins connues. Je pense à Shikoku. Donc, c'est la plus petite île des 4 grandes îles qui est un peu plus rurale, un peu moins touristique, mais qui est aussi très intéressante à découvrir et donc plus abordable au niveau du budget. Ou alors, on a aussi la préfecture de Hyogo qui est à côté de Osaka et Kyoto, qui est un peu plus dans les terres, qui n'est pas du tout loin du coup de grands sites touristiques et qui est moins fréquenté et donc qui peut proposer des hébergements parfois plus abordables. Donc on peut aussi moduler son voyage comme ça, choisir des destinations qui sont peut-être moins touristiques au premier abord, et donc, mais aussi intéressantes à des prix plus favorables. Et la seule chose, le dernier point que je souhaitais évoquer, c'est que les prix du train et les transports ferroviaires, ils ne bougent pas selon la saison. Ils ne bougent pas selon la saison. Merci de m'avoir terminé la phrase. Donc un pass de train, un ticket de train, vous aurez le même tarif que vous soyez en haute saison touristique ou en basse saison touristique. Ils sont revus parfois chaque année. Au niveau de l'augmentation du prix, en général, ça augmente. Mais ils ne sont pas soumis à cet indice-là. À contrario des hébergements, de certaines activités ou services touristiques. Puis c'est vrai que quand l'hébergement et l'avion augmentent de 50%, eh bien, ça se sent sur le budget. Oui, ça se sent beaucoup. On fera moins de choses avec le même budget. Et avant de conclure, on va passer brièvement sur quelques questions. Tu m'as fait comprendre tout à l'heure que sur votre moteur de recherche, sur Campai, il y a quand même des mots-clés et des questions qui reviennent assez régulièrement, et liées à la saisonnalité. Et donc, je vais te laisser nous en parler un petit peu avant qu'on termine
notre podcast. Oui, on a fait une petite sélection de questions qui reviennent souvent sur la thématique de quand partir au Japon, donc sur les moteurs de recherche interne et aussi sur les quotas été. Donc la première question, c'est quand partir à Okinawa pour se baigner. Donc effectivement, Okinawa, c'est l'archipel subtropical du Japon et avec ses eaux turquoises, on se dit qu'on peut s'y baigner toute l'année. Alors pour donner un ordre d'idée, on peut s'y baigner du mois de mars jusqu'à novembre. Donc l'hiver, ça reste quand même assez froid pour se baigner. L'eau est quand même assez froide. Après, dès le mois de mars, ça dépend aussi de chacun à supporter une température. Mais voilà, dès le mois de mars jusqu'à novembre, il y a 3 points d'attention à avoir quand on va se baigner à Okinawa. Au niveau du climat, donc début mai, c'est la Golden Week au Japon et c'est une destination qui est courue donc, par les Japonais qui vont du coup profiter des beaux jours pour aller à Okinawa et donc se baigner avant la saison estivale de juillet et de août. Donc il y aura du monde à Okinawa début août, voilà, c'est pour ça. Ensuite, il y a bien une saison des pluies à Okinawa et elle a lieu en général la première quinzaine de juin, donc un peu avant l'île principale Honshu. Donc à ce moment-là, il peut y avoir des jours de pluie où ça peut ne pas déranger les gens, mais on peut se baigner sous la pluie. Et puis l'archipel est donc soumis au typhon, ça je l'avais évoqué tout à l'heure. Et donc du coup, entre août et septembre, on peut avoir des typhons qui passent au-dessus d'Okinawa. Et donc dans ces cas-là, on reste bien dans son hébergement et on attend que la tempête passe. Sinon à Okinawa, donc il n'y a plus beaucoup de plages, enfin déjà il y a plusieurs îles et donc pas mal de plages. Il faut savoir que les plages qui sont en général laissées sauvages, elles sont le plus souvent impropres à la baignade, donc, parce qu'il y a des méduses ou alors d'autres créatures qui vont être venimeuses, donc dangereuses, ou bien il y a des courants assez forts qui peuvent être dangereux et donc déportés vers le large. Donc en général, les plages qui sont laissées sauvages, il ne faut pas essayer de s'y baigner, ça peut être assez risqué et c'est péril, donc on ne le recommande pas. Et ce que l'on recommande, c'est de demander à son hébergement ou à l'office de tourisme local une liste en fait des plages, des meilleurs spots des meilleurs spots qui sont les plus beaux et les plus sécurisés pour se baigner, où on risque moins. Et en général, les installations au Japon où les plages sont surveillées, où il y a des petits restaurants ouverts, des toilettes et des douches accessibles, c'est ouvert en général en juillet et en août, même à Okinawa. Le reste du temps, ça peut être fermé en partie ou ouvert que le week-end, ça dépend, mais c'est pas tout le temps installé. Et puis si on ne va pas à Okinawa se baigner, on peut également se baigner dans les autres plages au Japon. Donc il y a le long de la côte du Pacifique ou de la mer du Japon, il y a des nombreuses plages, souvent de sable fin. Et du coup, on peut s'y baigner. Là aussi, la période de baignade, en général, c'est de juillet à août si on veut profiter de toutes les installations ouvertes. Et faire aussi parfois du camping. Il y a des terrains de camping qui sont possibles. Donc voilà, c'était pour la première question. La deuxième question, c'était quand partir au Japon durant les grandes vacances d'été en France. Donc pour donner une réponse à cette question, on va dire à partir de la mi-août, donc après Obon et la fête des morts et les vacances scolaires japonaises. Oui. Et quand du coup les températures aussi commencent à devenir un peu plus supportables parce qu'on va être sur la fin de l'été. Et donc on va dire de la mi-août jusqu'à début septembre, c'est une bonne période pour partir au Japon pendant les grandes vacances d'été en France. On évite l'humidité et puis et le monde, comme on disait tout à l'heure, cette surcharge touristique. Un meilleur rapport qualité-prix. Donc la troisième question de cette partie, ça va être quelle est la meilleure période pour voir le mont Fuji, c'est-à-dire pouvoir le contempler depuis donc un spot dédié ou alors pouvoir le prendre en photo comme souvenir. Donc cette période, elle se passe en général en hiver, c'est-à-dire quand le temps est le plus sec et le plus ensoleillé et donc le plus dégagé. Et on peut voir l'horizon au loin et donc voir le mont Fuji se dresser. On va dire typiquement en janvier, donc qui est l'un des mois les plus froids du Japon. Et dans la journée, les périodes qu'on conseille, c'est soit tôt le matin, quand les nuages ne sont pas encore arrivés, soit en fin d'après-midi, quand ils sont du coup les nuages potentiellement moins nombreux. Ce sont les meilleures périodes pour voir le mont Fuji. Donc ce n'est ni le printemps, ni l'été et ni l'automne, parce qu'il y a trop d'humidité dans l'air et donc trop de nuages. Avec cette nappe blanche quasiment permanente. Voilà, quand on voit souvent les cerisiers, derrière le ciel est blanc laiteux. Donc ce sont les nuages et donc, du coup on ne verra pas le mont Fuji.
Après, ce sont des conditions climatiques, donc ça peut changer à tout moment. Et il y a un site internet que l'on recommande pour consulter quand on est sur place. Si on veut, par exemple, voir le mont Fuji, quand est-ce qu'on peut voir le mont Fuji dans un jour ou dans 2 jours, il y a un site internet qui s'appelle donc fuji-san.info. Donc c'est le tiré du haut, donc fuji-san.info. Et en fait, il donne les meilleures conditions de visibilité sur les 7 prochains jours pour voir le mont Fuji. Donc ça peut être quand vous avez un peu de flexibilité sur votre itinéraire. Vous regardez ce site 1 à 2 jours avant et vous voyez, il y a un indice de visibilité 7, 8, 9, 10. Et quand vous êtes sur des chiffres comme ça, vous savez que vous allez quand même voir une bonne partie du mont Fuji. Ça permet d'éviter la déception le jour J. D'éviter la déception sur place, de penser que le mont Fuji s'est caché pour nous. Et parce que ça reste une région montagneuse. Voilà. Et alors après, les principaux spots pour les voir, c'est ceux que l'on connaît un peu tous. Donc on a les observatoires depuis les grandes villes de Tokyo et Yokohama, où on peut voir le mont Fuji, donc la Tokyo Skytree par exemple. La région d'Akone, quand le ciel est bien dégagé, on peut voir le mont Fuji entre les montagnes de la région d'Akone. La fameuse région des 5 lacs, donc au pied du mont Fuji. Et puis aussi le littoral côtier qui est au sud de Tokyo, donc quand on descend vers Shizuoka et la péninsule d'Izu, il y a des très bons spots dans cet endroit-là pour voir le mont Fuji. Alors il est un peu plus loin, mais on le voit très très bien par temps dégagé et c'est assez joli. Et donc voilà, pour voir le mont Fuji, ceux qui veulent absolument voir le mont Fuji, il faut voyager en hiver. Ensuite, l'avant-dernière question, ça va être quand partir dans les Alpes japonaises pour avoir de la neige. Donc les Alpes japonaises, c'est toute une grande chaîne montagneuse au cœur de Honshu qui s'étale sur plusieurs préfectures et qui part de la mer du Japon et qui descend jusqu'au Pacifique. Et donc elles sont assez hautes, ces montagnes. Il y a plusieurs chaînes de montagnes qui sont assez hautes en altitude. Et il y a beaucoup de domaines skiables qui existent et qui sont ouverts. En général, donc pour skier, ils sont ouverts de novembre à mars. Donc la neige, elle commence à tomber dès la fin novembre. Et en général, elle dure tout l'hiver jusqu'à mars où elle commence à cesser de tomber et à fondre progressivement plus on va vers l'été. Une activité qui est assez courue au Japon, dans les Alpes japonaises, en fin d'hiver, c'est d'aller contempler le mur de neige Yuki no Otani le long de la route alpine de Tateyama-Kolobe. Donc ça, c'est un mur de neige que l'on traverse en général à pied ou en bus. Et on est entouré par jusqu'à 20 mètres de parois enneigées. Pour avoir vu juste en photo pour le moment, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'homme qui a fait cette voie-là, mais c'est vrai qu'il y a, comme tu disais, 15-20 mètres de neige au-dessus de la tête, quoi. Voilà, à la fin de la saison des neiges, ils vont retrouver le chemin au sol, ils vont le recreuser pour faire un tunnel de neige. Et ça, c'est à partir de la mi-avril, donc à partir de maintenant, jusqu'à juin. Donc on est sur une saison qui est un peu après. Il y a encore beaucoup de neige à ce moment-là dans les Alpes japonaises. Et donc c'est quand ça s'arrête de neiger, on va aller regarder le mur de neige qui va fondre au fur et à mesure que l'on s'avance vers l'été. Donc voilà pour partir dans les Alpes japonaises pour avoir de la neige. Et la dernière question qui est relative à l'actualité, on va dire, c'est en quoi le réchauffement climatique ces dernières années change la donne pour partir au Japon. Est-ce que le réchauffement climatique fait qu'il y a des périodes qui changent pour partir au Japon ? Notamment, je suppose, pour la floraison, où ça peut peut-être être plus impactant en termes de date. Exactement, ça va être cette réponse-là qu'on va donner. C'est-à-dire que les saisons de transition, donc du printemps et de l'automne, elles sont légèrement décalées du fait du réchauffement climatique. Donc pour ce qui est du printemps, on va avoir une précocité dans la floraison des cerisiers, des pruniers et des cerisiers. Et du coup, la saison qu'on avait l'habitude de dire de la fin mars à début avril, ces dernières années et jusqu'à ces 3 dernières années, elle a tendance à se décaler à mi-mars, fin mars pour les régions les plus touristiques, donc les villes Tokyo, Kyoto, Osaka,
comme toujours. Et par exemple, cette année, la floraison donc, des sakuras les plus classiques, donc les sakura Yoshino, elle s'est entièrement déroulée en mars à Tokyo. C'est-à-dire que fin mars, à Tokyo, le pic de floraison était passé. Et après, on pouvait voir d'autres cerisiers, des cerisiers plus tardifs, mais ce n'étaient pas les mêmes espèces. Mais la floraison était déjà passée. Donc ça, c'est quelque chose que l'agence météorologique japonaise, donc JMA, elle observe ces dernières années, c'est que le réchauffement climatique a tendance à faire avancer la saison du printemps et à la faire du coup se chevaucher en même temps que celle des pruniers. Et à l'opposé, en automne, l'automne arrive plus tardivement au Japon. Et déjà que les feuillaisons des érables, elles étaient à partir de la deuxième quinzaine de novembre, là, elles peuvent s'étirer jusqu'à début décembre si on a un automne qui est encore trop doux. Il faut vraiment que les températures descendent pour que les feuilles en fait virent de couleur. Donc des fois, on peut aller jusqu'à début décembre, jusqu'au 8 à 10 décembre à Kyoto, par exemple, pour voir encore des jolis érables de couleur vermillon. Donc ça se chevauche avec les illuminations et les fêtes de Noël qui arrivent. Donc on peut faire les deux en même temps, début décembre. On peut voir les koyo. Merci le changement climatique. Voilà. Et ensuite, profiter des illuminations de Noël le soir. On peut très bien faire les deux. Et le dernier point, ça sera sur la saison des pluies de Tsuyu, qui a tendance à se décaler un peu en juillet, donc c'est moins flagrant en juin, et à être un peu plus de faible intensité. Ces dernières années, il n'y a pas eu des pluies trop importantes pendant plusieurs jours. Et après, en revanche, pour ce qui est des typhons, ça reste des cyclones qui arrivent sans prévenir, de façon aléatoire. Donc on aura des années où il y en a beaucoup, par exemple. Il y en a qui sont de forte intensité. Donc le plus récemment, c'était en 2018 et 2019. On a eu plusieurs typhons qui ont fait pas mal de dégâts, que ce soit au niveau matériel. Notamment l'aéroport d'Osaka avait été un petit peu submergé, en tout cas le pont qui permettait d'accéder à l'aéroport. Il y a eu des destructions dans les temples de certains pavillons parce que le typhon était passé au-dessus. Et depuis 2020, il n'y a pas eu de typhon avec une forte intensité qui a été observée au-dessus du Japon. Donc on est sur une série ces dernières années finalement assez calme par rapport à 2018 et 2019. Donc là c'est aléatoire. Donc Marjorie, pour conclure, ce que tu nous as évoqué aujourd'hui, toutes les saisons sont bonnes à pratiquer au Japon. Par contre, il faut bien se renseigner en amont et adapter son budget à la météo, à la fréquentation touristique aussi, puisque c'est elle qui va faire que est-ce qu'on a envie de passer son temps au milieu d'autres personnes de manière très, très présente, on va dire, ou non. Et au budget également aussi. Oui, ça a une grosse influence de la météo sur le budget, puisque c'est les périodes touristiques qui vont déterminer ça. Voilà. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. On constate que vous êtes déjà un certain nombre à nous suivre de façon régulière. On a quelques retours de personnes sur les newsletters, sur Kanpai. Donc merci de nous aider, de nous soutenir pour ce lancement dans cet univers du podcast. Merci encore. N'hésitez pas à partager notre émission autour de vous, que ce soit à l'oral ou sur les réseaux, et de mettre des étoiles aussi sur votre plateforme de podcast. Prochainement, vous pourrez retrouver une interview de Gaël, qui a interviewé Mehdi El Kanafi et Nicolas Coursier, les créateurs de Third Edition, une maison d'édition française qui porte son univers sur celui des jeux vidéo et de la pop culture. Donc ils sont venus dans nos locaux nous présenter leur travail. Et nous, on pourra se retrouver pour une prochaine émission voyage qui concernera très certainement le budget de voyage au Japon. Oui, c'est ça. Donc des choses qui sont déjà très présentes sur Kanpai, mais ont beaucoup évolué depuis quelques temps. C'est ça. Cette année est une année particulière. Ouais, pleine de rebondissements et encore récemment avec cette impasse de transport. Exactement. Donc merci pour votre écoute et merci à toi Marjorie pour le temps accordé pour aujourd'hui. Merci Charlie. On se retrouve très prochainement. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.